All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes, good morning all. Présidente, bonjour à tous. On va commencer ce matin par l'accusation. Monsieur Nichols, bonjour. Madame la Présidente, bonjour. Mesdames les juges, bonjour à tous dans le prétoire. Nous sommes dans la même composition qu'hier. Merci, Présidente. Merci, Monsieur Nichols. Représentant des victimes. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers collègues, bonjour à tous. La composition de notre équipe aujourd'hui, représentant l'ego des victimes, la même qu'hier. Merci. Présidente, merci. Madame Fontaine-Vanzeron. La défense, Monsieur Maître Lauchi. Bonjour, Madame la Présidente, Madame les juges, chers collègues. Même composition qu'hier, avec l'ajout notable de Madame Eva Kalb. Mais avant de dire que c'est notre dernier jour, notre dernière audience aujourd'hui. Et si vous me le permettez, je prendrai une minute de votre temps pour remercier pour la dernière fois l'équipe formidable qui m'a soutenu tout au long de ces années. Certains sont ici aujourd'hui, certains sont dans le bureau de la défense, et d'autres ont poursuivi leur chemin dans la vie et sont passés à une nouvelle étape de leur carrière professionnelle. Je leur souhaite à tous un grand succès et les remercier d'avoir passé du temps à mes côtés. Je vais, avec votre permission, les nommer tous par ordre chronologique. Les membres de l'équipe de la défense: Ahmad Issa, Vanessa Gray, Marion Carin, Mohamed Mana, Nina Guillou, Camille Divé, Paola Paola Palo, Eva Kalb, Eva Kalb, Mohamed El Raï, Mohamed El Raï, Marcela Velarde, Marcela Velarde, Audrey Audrey Matteo, Matteo, Anen Rali, Anen Omar Rali Soliman. et Omar Soliman. Our wonderful Nos interns, fantastiques stagiaires, Laurence Boudreau, Marguerite Rémy, Marguerite Rémy, Nour Nour Wardani, Iman Iman Leroy, Leroy Hadji, Esteban Oya, Esteban Oya, Drusilla Drusilla Brett Brett Robertson, Thomas Châtelet, Thomas Châtelet, Pénélope Fouret, Pénélope Fourré, Claire Chauffard, Claire Chauffard, Salomé Fischer, Salomé Fischer, Valéria Olo, Valéria and our Oloub visiting et professional, notre professionnel Wilson visitant Yu Acho. Wilson Yu Acho. And last but not least, Et puis pour finir, my outstanding en beauté partner dirais-je, and perfect mon match, partenaire incroyable Ian Edwards. et complément parfait, I hope Maître Ian Edwards. J'espère n'avoir oublié personne, je les remercie tous memory will remain et in my heart. je garde leurs souvenirs précieusement dans mon cœur. Présidente, merci beaucoup, Maître Lauchi. Je suis certain que votre équipe va apprécier. Alors, c'est peut-être pas la dernière audience, puisqu'il y a quand même le verdict à rendre, enfin le jugement à prononcer, la peine à prononcer, pardon, et ce sera en audience. Enfin bon, merci quand même. Monsieur Nichols, reprenons. Monsieur Nichols, oui, et pourrions-nous passer brièvement, c'est-à-dire pour une minute, à huis clos partiel, s'il vous plaît. Présidente, oui, huis clos partiel.
We're back in open session, madame. Greffière d'audience, nous sommes de retour en audience publique, Madame la Présidente. Monsieur Nichols, merci, Mesdames les juges. Alors, pour revenir sur notre affaire et pour répondre à mon collègue, je crois que lundi, Maître Laoshi a parcouru un petit peu la jurisprudence du TPY qui pourrait éclairer votre décision quant à la peine. Et hier, Maître Edwards a souligné que vous n'êtes pas tenu de suivre ces jurisprudences-là du TPY, etc. Mais pour répondre à Maître Laoshi, il parlait des affaires Galich, etc., parlait des crimes graves de génocide et de rang élevé devant le TPY, qui a induit donc des peines à perpétuité. Il y a une affaire qui n'a pas été mentionnée et qui pourtant vaut le coup d'œil, c'est celle de Milan Lukic. Il a été condamné à la prison à perpétuité et je regarde juste le paragraphe 1084 du jugement de juillet 2009. Et donc, ces conclusions en ce qui concerne les crimes perpétrés par Milan Lukic. Paragraphe 1084, donc, ayant considéré tous les éléments liés à la définition de la peine, y compris les éléments atténuants, la Chambre d'instance maintient sa position selon laquelle, sur le fondement de la culpabilité de Milan Lukic, d'assassinat de 5 personnes de sang-froid à côté de la rivière, les 7 personnes qu'il a tuées à l'usine Fatoe, les 59 personnes dans la rue de Sika et les 60 personnes à Pika. Au total, 132 personnes. Et donc, nous réclamons la peine maximale. Et il y a certains parallèles à faire avec Milan Lukic dans cette affaire, parce que Milan Lukic était un leader paramilitaire. Ce n'était pas un membre de l'armée régulière. Il était le chef des Avengers ou des Aigles Blancs, comme on les a appelés, lorsqu'il a perpétré ses crimes en Bosnie-Herzégovine. Donc, d'une certaine manière, un parallèle à faire avec un leader Jean Jaoui, donc une unité parallèle en marge des forces gouvernementales et qui a perpétré les crimes en parallèle des forces gouvernementales. Donc, 132 personnes assassinées par cette personne, 81 de moins que l'accusé dans cette affaire. Président, je sais bien, est-ce que Lukic a pris perpétuité, c'est ça, mais il n'y a pas eu un appel? Oui, Milan Lukic, pas son frère, Slobodan. Monsieur Nicole, donc il a été reconnu coupable d'extermination, donc c'est meurtre à échelle massive, hein, mais 132 personnes en tout cas. 81 de moins que l'accusé ici, et la Chambre a considéré, enfin, a décidé de le condamner à la prison à vie. Il y a eu appel, mais ça montre que la question clé, ce n'est pas le grade, le rang de l'accusé, mais bien le caractère génocidaire du crime, mais plutôt les circonstances individuelles du crime. Le jugement en appel de Lukic, vous en parlez, Madame la Présidente, a réduit le nombre de victimes. On est passé de 59 à 53 dans les meurtres de cette scène-là. Donc ça fait 129 au lieu de 132. Mais la Chambre d'appel a quand même considéré que les crimes pour lesquels Milan Lukic a été reconnu coupable sont extrêmement graves, parmi lesquels extermination, persécution et autres actes inhumains comme crimes contre l'humanité.
ainsi que traitement cruel et meurtre en violation des lois et des règles de la guerre. Dans ces circonstances, la Chambre d'appel considère que la réduction du nombre de victimes de la rue Niski n'influe pas sur la peine imposée par la Chambre d'instance. Donc la Chambre d'appel, en conséquence, réaffirme la condamnation à la prison à la perpétuité pour Milan Lokic. C'était le paragraphe 669. Donc, pour revenir un petit peu à présent sur l'erreur de droit et les ordres supérieurs. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà dit là-dessus, mais dans le jugement, vous considérez que l'accusé, donc une personne raisonnable, ne pouvait pas considérer que ses agissements et ses conduites étaient légaux à l'époque. Paragraphe 59 de votre jugement, vous écrivez « Considérez que, tel que noté précédemment, l'accusé assumait un grade élevé en tant que responsable de Janjaweed de haut rang, avec des pouvoirs et des responsabilités importants, et qu'il a passé une partie importante de sa carrière au Sud, au sein des forces gouvernementales. La Chambre considère qu'une personne raisonnable n'aurait pas pu considérer que ses agissements et sa conduite pendant les événements étaient légales ou justifiés. Donc, je pense que c'est réglé puisque vous avez statué là-dessus dans le jugement. Et c'est là qu'on en vient à la question de la balance des probabilités. Et donc, je reviens sur ce qu'avait dit mon collègue Maître Edwards. C'est pas tout ou rien en général. On peut trouver des parties de témoignages parfois crédibles, d'autres non, donner du poids à certaines parties et pas à d'autres. Mais au paragraphe 32 de leur écriture, la défense affirme que la Chambre devrait revoir. Alors attendez, je vais essayer de trouver. Je vais attendre que vous trouviez le paragraphe. En substance, on vous demande de revoir vos conclusions, le paragraphe 59 que je viens de lire, sur le fondement d'une prépondérance des probabilités ou un standard de la preuve réduit pour atténuer les conclusions. Ça ne fonctionne pas, parce que si vous avez déjà pris une conclusion positive sur ce point, selon laquelle il n'a pas agi dans une erreur de droit et que donc il n'y a pas de preuve qu'une telle erreur a été faite. Intervention au micro de Madame la Présidente. Monsieur Nichols. Et donc la défense vous demande, en l'occurrence, c'est d'appliquer un standard différent. Et ils font une analogie ailleurs, dans une autre partie et il mentionne l'article 145.2, même si la défense positive n'est pas mise en avant, ça reste quand même la possibilité d'avoir une circonstance atténuante. Mais c'est différent. Si on lit si on voit l'article 31D du statut, pour que la défense puisse utiliser la défense de contrainte, il faut que la personne n'ait pas tenté de faire une plus grande nuisance que celle qu'il essayait d'éviter. Alors, si quelqu'un, et je ne parle pas de l'accusé,
est forcé, obligé d'exécuter, et ils seraient punis s'ils ne le font pas, ils peuvent mettre en avant cette défense. Et donc, on peut dire que la personne s'évite une nuisance que s'il n'avait pas fait. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un argument pour défendre l'assassinat de centaines de personnes. Mais, par contre, si on peut dire, on est conscient que vous aviez un pistolet sur la tempe et vous étiez obligé, mais ça n'empêche pas la question de savoir s'il savait ou pas que les actes étaient criminels et qu'ils pouvaient en être punis. Je ne crois pas, c'est ça que je veux dire. Je ne crois pas qu'on peut revenir sur la décision déjà prise en disant alors oui, mais peut-être qu'il n'était pas tellement au courant finalement, peut-être qu'il n'avait pas vraiment compris. Je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà ce qu'on soutient. Je passe ensuite à la prévisibilité et la question du changement de loi, de droit. Encore, nous savons tous, le procès est fini. La Chambre a considéré qu'une personne raisonnable dans la position de l'accusé saurait qu'elle pouvait être poursuivie pour ses crimes, ses agissements criminels, analogues à ceux pour lesquels elle a été déclarée coupable, donc paragraphe 59 et paragraphe 60 de votre jugement. Je vais lire ce paragraphe 60. Sur le fondement des preuves proposées et ayant rejeté tous les questionnements de la défense, la Chambre considère que la condition de nulle crimen sine die, que l'on retrouve à l'article 22.1 du statut, s'applique ici. Le droit soudanais ne s'applique pas à la Cour, pas pour les crimes, ni pour les peines liées à ces crimes. La Chambre, dans cette Cour, ne prendra en compte qu'en évaluant la peine et la prévisibilité des crimes. C'est la loi de cette Cour. Et le droit international potentiel, parce que même dans le droit pénal international, l'accusé pouvait être conscient que cette conduite était criminelle, était punissable et qu'il pouvait encourir de graves conséquences. C'est le paragraphe 88 du jugement d'appel sur la question de recevabilité. Et la Chambre d'appel a écrit, en application du critère de prévisibilité de l'affaire, la Chambre d'appel considère que M. Abdulrahman était raisonnablement capable de prendre des mesures pour intégrer et répondre à ses obligations selon le droit international. Il était capable d'apprécier les conséquences qu'il encourait. Donc, si on considère le droit soudanais pour l'application de la peine et la prévisibilité dans ces crimes, viol, torture, assassinat, etc., on voit dans la déclaration de D16, toute récente, les paragraphes 24 et 33, ces crimes représentent ou sont passibles de châtiments extrêmement graves, crucifixion ou peine de mort. Et l'accusé le savait. La personne savait que, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, des peines graves pourraient lui être imposées en cas d'agissement comme cela. Un meurtre au Soudan, il peut entraîner la peine de mort. Donc, ne parlons pas de 130. 230. Donc, une fois que la Chambre considère que des peines graves étaient prévisibles à l'époque des faits, alors elle appliquera la peine selon le statut de Rome. Et le statut de Rome présente une jurisprudence bien établie. On l'a dit dans les paragraphes 22 de l'écriture 2048.
C'est jugement appel Lubanga, paragraphe 32, le jugement Benba al, le jugement en appel, paragraphe 77. La défense, dans leur plaidoirie finale, paragraphe 118, 122, 133, reconnaît que le droit soudanais ne fait pas partie du droit applicable devant cette cour. Et donc, comme je le disais à la fin de l'audience d'hier, je crois, mesdames les juges, vous avez également noté dans votre jugement 1257, paragraphe 17, que vous n'êtes pas tenu par les pratiques et les droits nationaux. Je le lis très rapidement, paragraphe 17 de votre décision sur la présentation de preuves supplémentaires. Pourtant, la Chambre accepte la soumission du représentant légal des victimes ou la déposition de D16 que la Cour n'est pas tenue par les pratiques et les droits nationaux. En conséquence, si la Chambre autorise les soumissions d'une nouvelle déclaration de D16, elle rappelle aussi que le poids que celui-ci aura sur la définition de la peine sera limité eu égard au cadre statutaire qui nous tient. Donc, ce que je veux dire, c'est que le droit national prévoit des peines beaucoup plus graves, et donc on pouvait le prévoir puisque elles étaient en vigueur déjà à l'époque où les crimes ont été perpétrés au Soudan. Encore une fois, bon, je ne vais pas lire à haute voix, mais je citerai les paragraphes 26 de la décision de définition de la peine dans l'affaire Ongwen. En fait, je vais le lire. Allez. La Chambre écrivait que l'article 23 du statut prévoit qu'une personne condamnée, reconnue coupable par la Cour ne pourra être punie que en fonction du statut. L'article 77 du statut précise de manière exhaustive les peines à imposer selon la perpétration des crimes relevant de la compétence de la Cour. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est la fin de l'analyse. Suite au renvoi de la situation à la Cour par le Conseil de sécurité, le statut de Rome est le seul cadre légal applicable devant cette Cour pour la définition des peines. Il n'y a pas eu de changement de droit au statut, aux règles par rapport à l'article 24. Les représentants légaux des victimes ont fait référence à Ruto Nsang. Je ne vais pas revenir dessus. Mais bon. Je reviens au jugement Galtipi. Le général Galitch, donc, paragraphe 397-398, la défense a essayé de défendre qu'il y avait des pratiques de définition de peine différentes en ancienne Yougoslavie, et argument qui a été rejeté par la Chambre. La Chambre d'appel, dans cette affaire, a déclaré que le principe de lex major n'est pas applicable à la relation entre le droit des tribunaux internationaux et le droit des cours nationales de l'ancienne Yougoslavie. La Chambre d'appel en l'affaire Galitch a rappelé au paragraphe 398, je vais lire, c'est un élément inhérent au principe de lex major que le droit pertinent doit être contraignant à la Cour. Les accusés ne peuvent bénéficier que des peines plus clémentes si le droit est contraignant, étant donné qu'ils n'ont qu'une position
protégés lorsque la fourchette des peines leur est appliquée. Le principe de lex mittior ne s'applique que si la loi ou le droit qui lie le tribunal est modifié et qu'une nouvelle loi plus favorable est adoptée en vertu ou par laquelle le tribunal international doit se conformer. Paragraphe 398. Donc, le seul droit contraignant pour vous, honorable juge, c'est le statut et le règlement. Il n'y a pas de changement, de modification de ces textes qui justifieraient une analyse en vertu de l'article 24.2. Donc, que le droit soudanais impose des peines de 7 ans, 10, 20, ce n'est pas important. Au Soudan, on peut être exécuté, crucifié, et cela n'est pas pertinent par rapport aux peines qui seraient prononcées en l'espèce devant cette Cour. Donc, ce que la défense dit, c'est qu'au regard de la période à laquelle les crimes ont été commis, à savoir 2003 et 2004, donc, pour que cet argument tienne, une personne raisonnable en la position de l'accusé aurait dû prévoir que s'il avait commis ces crimes en 2003 au Darfour, il aurait pu prévoir que le Darfour aurait pu référer la situation à la Cour et délivrerait un mandat d'arrêt. Et donc, il se serait soustrait à la justice jusqu'à ce qu'il ait 70 ans. Donc, il aurait pu prévoir qu'il se rendrait pour éviter les problèmes au Soudan et qu'il serait déclaré coupable. Et il devait attendre 70 ans pour que la loi au Soudan ne s'applique plus. Donc, ce n'est pas juste. Il savait que son comportement était criminel, que cela lui ferait encourir des peines graves en 2003-2004 au Soudan, en droit interne. Aujourd'hui, il devrait être condamné en vertu du statut de Rome et du règlement. Et comme je l'ai dit, et je ne vais pas me répéter, au vu des arguments, il devrait être condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Maître Nichols. Nous allons passer la parole à Madame von Wistinghausen. Yes, Madam President, Your Honours. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vais aborder quelques observations qu'a faites la défense avant de présenter mes conclusions au nom des victimes. Maître Lauchi a parlé des efforts déployés par son client pour indemniser les victimes. Et c'est exactement ce que dit la règle 142, que l'accusé doit déployer tous les efforts nécessaires pour indemniser les victimes. Nous ne parlons pas ici des efforts que la défense, via le Conseil, a déployés. Nous ne sommes pas personnellement sûrs que le fait d'envoyer 160 000 à des États partis et non partis pour obtenir des dons à but déterminé, nous ne pensons pas que cette initiative provenait de M. Abderrahmane lui-même. Au moins, je ne l'ai pas entendu dire. En tout état de cause, j'ai déjà dit ma position par rapport à cette initiative, le fait que je considère qu'elle soit contre-productive, car je ne suis pas sûre que M. Abderrahmane le réalise lui-même. Cela part peut-être de mon sentiment, je vous le concède. Mais cela n'est pas fondé en droit.
Ce que vous essayez de faire n'est pas fondé en droit et, à mon sens, cela induit en erreur le public, les victimes et surtout les victimes participantes que je représente. Vous avez un problème avec votre ordinateur? Oui, Madame la Présidente. C'est mon ordinateur personnel qui me fait des misères. Comme je l'ai dit, à mon sens, cette démarche induit en erreur et est même problématique. J'ai perdu mon fil rouge, comme on dit en français. Vous voulez qu'on fasse une pause, qu'on ajourne? Non, je vais me débrouiller, je vais passer à autre chose. Ce que vous avez dit, Maître Lauchi, et que je considère comme étant erroné en droit également, c'est que les victimes recevraient des réparations, se verraient octroyer des réparations. Je pense qu'on doit faire très attention lorsque nous parlons de ces choses en public. Je vais citer la transcription 164, page 72, les 16 à 19. La défense insistera pour que les victimes puissent bénéficier des réparations, quelle que soit l'issue de l'appel. Il est clair que l'article 72.2 parle de la personne déclarée coupable. Et comme je l'ai dit lundi, il n'y aura zéro réparation si M. Abdelrahman était acquitté en appel. C'est ce qui s'est passé dans Bemba. Lorsqu'une décision définitive a été prise dans le cadre des réparations, je ne dis pas que le cadre juridique de la CPI soit le meilleur pour les victimes participantes. Toutes les activités de la défense n'ont aucune incidence sur les réparations que pourraient recevoir mes clients, le cas échéant, et je ne vois pas comment est-ce que la Chambre pourrait considérer cela comme un facteur atténuant pour réduire la peine de M. Abdelrahman. Il est regrettable que le Fonds au profit des victimes n'ait pas de financement pour les victimes participantes en l'espèce, mais j'ai bien peur que les actions de Maître Laossi ne soient pas appropriées. Je sympathise avec les intentions du Conseil et je pense que nous devons considérer les activités, les efforts de M. Abderrahman tels quels et rien de plus. Il est injuste de penser que c'est M. Edouard qui a avancé l'indigence de l'accusé. Aucune règle ne dit qu'un condamné devrait bénéficier de toutes les circonstances atténuantes et des mêmes circonstances atténuantes. Donc, tout dépend de l'affaire, des circonstances particulières de l'affaire, des situations personnelles du condamné et d'autres considérations. La défense ne cesse de répéter que M. Abderrahman a exprimé sa solidarité envers les victimes. Les victimes, et donc je ne sais toujours pas de quelles victimes M. Abderrahman parle. Parle-t-il de toutes les victimes du conflit qui a eu lieu en 2002-2003? Est-ce qu'il parle de toutes les victimes de 2003 à ce jour? Parle-t-il de toutes les victimes des crimes commis à Bindizi, Koudoum, Delej et Moukjar? Parle-t-il des victimes participantes en particulier? C'est toujours un peu flou pour moi et les observations de Maître Lauchi n'ont pas jeté un éclairage sur ce point. Comme je l'ai dit, mes clients n'acceptent pas cette solidarité au vu des souffrances qu'ils ont endurées en raison des crimes commis par Abdelrahman. Et je suis d'accord, il n'a pas de contrôle sur la façon dont les victimes recevraient ces marques de solidarité, mais c'est également
le résultat des 3 lignes de défense qu'il a choisies et il doit en supporter les conséquences. C'est tout ce que j'avais à dire en réponse aux observations de la défense hier et lundi. Non, je vais passer à mes conclusions finales. Cela me prendra environ 20 minutes. Nous avons exprimé en détail les voix de mes clients dans nos écritures. Je ne vais pas me reprendre. Elles sont publiques. Comme je l'ai dit dans le cadre de cette audience, nous avons abordé tous les points évoqués par la défense dans leurs écritures. Je voudrais relever un point. En fait, il s'agit d'une question adressée à Maître Nichols par la présidente. Il s'agissait du préjudice psychologique subi par les victimes. Sans entrer dans les détails ici, je pense qu'on en a parlé in extenso. Vous pouvez trouver nos observations au paragraphe 387 à 330 de notre mémoire finale sur le préjudice psychologique et émotionnel qui vous donne un tableau de préjudice subi par les victimes et ce que cela signifie plus précisément. Qu'est-ce que mes clients attendent que je dise en leur nom ici aujourd'hui? Bien sûr, mes propos reflètent la traduction de leur communication, de ce qu'ils m'ont dit. Si je peux, je vais donner des citations, sinon j'essaierai de traduire. Pour eux, la justice n'est pas un concept abstrait. Ce n'est pas une simple ligne dans un jugement. C'est la reconnaissance de la vérité qui leur a longtemps été refusée. Et ce qui leur est arrivé, ce n'est pas un accident de guerre. C'était une campagne d'extermination, d'humiliation, de déplacement, conduite ou menée par nul autre que M. Abdelrahman. Et c'est tout ce qu'il voudrait voir reflété dans la peine que vous allez lui imposer. Sa déclaration de culpabilité devant la Chambre pour les victimes participantes et pour la communauté au Darfour est une décision historique donc, qui découle du renvoi par le Conseil de sécurité de la situation au Darfour en 2003-2024. Ce jugement a été longtemps attendu au Soudan par les victimes. Nous l'avons vu en particulier. Après le jugement, les personnes sont descendues dans la rue et se sont manifestées visiblement, et pas seulement les victimes participantes. C'est la première fois qu'il y a une reconnaissance des victimes impliquées dans le conflit au Darfour. Ce sont des victimes d'un conflit intertribal, la Chambre l'a clairement dit, exécutées dans le cadre de campagnes orchestrées par les personnes au pouvoir, exécutées par les Janjaouides, dirigées par Abdelrahman dans la région de Wadi Sali, sous l'autorité du gouvernement du Soudan. Je trouve que c'est une réaction très intéressante que nous avons reçue de nos clients après le jugement. Nous nous sommes connectés avec eux par vidéo. Pour eux, c'était une décision historique très importante. Donc, je pense que vous avez corrigé le narratif. Vous avez remis les pendules à l'heure. Car aujourd'hui, encore dans la communauté, des débats vont bon train sur ce qui s'est passé et pourquoi. En bref, vous leur avez donné du soulagement, vous leur avez permis de comprendre ce qui s'est passé. Et cela ne reste pas tout simplement un autre conflit tribal. Donc, votre décision porte un poids historique, du moins pour les victimes. La décision dit finalement aux populations de Darfour que le monde ne les a pas oubliées, ce qui est un aspect important. Et que même après 20 ans, la justice est possible.
la réaction après le jugement, les messages, les photos que nous avons reçues valent mieux que 1000 mots. Comme je l'ai dit, cela est important car cela nous montre que le procès a du sens, surtout lorsque les questions de droit international sont sujets à controverse. Lorsque nous parlons des personnes que nous mentionnons ici, de manière anonyme, nous le faisons au nom des victimes participantes. Depuis le début de la procédure, mon équipe et moi avons recueilli les vues et les préoccupations des victimes. Nous essayons de le faire au Darfour, dans les camps de réfugiés au Tchad, mais vu les circonstances, c'est une démarche assez difficile, malgré la guerre, les déplacements, la pauvreté, malgré le stress constant. Bon nombre de victimes participantes trouvent la force de nous parler à titre individuel en espérant que nous vous véhiculerons via des lettres, via des messages, les réunions que nous avons tenues dans le cadre de ces circonstances fragiles. Ils n'en appellent pas à la vengeance ni à la haine, car ils sont intelligents et ils savent que cela ne les aidera pas, même si ce serait la voie la plus naturelle et la plus compréhensible à adopter. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Donc, laissons de côté notre normalité et faisons preuve d'intelligence et d'éducation en tant que juristes que nous sommes. Donc, les victimes en appellent à la justice, à la reconnaissance et ils demandent la paix. Une paix fondée sur la reddition des comptes. C'est la seule chose que nous pouvons leur offrir dans ce prétoire. Et bien sûr, nous avons leur vue sur la manière d'y parvenir. Cela passe par la traduction, encore une fois, mais au demeurant, ils en appellent à la protection, car ils vivent encore avec la peur de revoir cette personne qui, une fois, commandait leur destruction. C'est aussi simple que ça. Cela ne nécessite pas un débat juridique sur l'application du droit. Ma collègue l'a bien expliqué. Le droit soudanais n'épargnera pas M. Abdelrahman, pas après les crimes qu'il a commis, les crimes d'une extrême gravité. Ce que nous avons entendu le plus souvent, c'est qu'il ne doit pas revenir au Darfour. C'est la première préoccupation des victimes. Pour certains, la seule pensée qu'ils puissent retourner cause chez eux tremblement et émoi. La mémoire de sa présence est gravée dans leur esprit. Ils ont vu leur village brûlé, leur mère, fille, parents agressés. Un monsieur a dit que s'il revenait, il allait recommencer, il allait commettre de nouveaux crimes. Un autre a dit, en des termes très simples, s'il revient, la douleur reviendra également, qu'il reste là où il doit être, à savoir en prison. C'est une citation. Les crimes commis à Koudoum, Bindizi, Delej ne se sont pas arrêtés avec la fin des crimes. Donc, des familles entières ont été effacées. Ceux qui ont survécu portent le deuil pendant les années. Certaines personnes ressentent encore le poids de la perte et les douleurs perdurent jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes ont parlé de la perte de mode de vie. Donc, le déplacement n'était pas seulement un déracinement, c'était un déchirement culturel, déchirement des traditions et de l'ordre social. Les fours ont perdu leurs aînés, leurs cheikhs, leurs zundas, les leaders traditionnels. Et sans eux, tout le système de gouvernance et d'identité s'effondre totalement. Et les femmes, honorable juge, les femmes ont payé le tribut le plus lourd au Darfour. Elles doivent élever leurs enfants toutes seules dans les camps, sans sécurité, sans justice.
bon nombre ont été violées, elles sont laissées veuves, elles sont humiliées, mais elles restent fermes, elles restent debout, elles ont élevé leurs enfants, même ceux qui sont nés du viol, mais elles sont épuisées. Elles ont dit qu'elles ne baisseront pas les bras jusqu'à ce que justice soit faite. V4, vous vous en souviendrez, devant la Chambre, il a souligné le rôle et le respect dévolu aux femmes dans la société au Darfour. Transcription 127, ligne 13. Page 60, ligne 13. Il a dit « Les femmes au Darfour sont dignes, elles sont fortes, c'est des dames de fer et l'avenir est prometteur pour elles. Les femmes sont nos mères, nos sœurs, elles sont tout. » Et pour côté un poète, c'est lui qui a coté le poète, les mains qui portent le berceau, c'est les mains qui vont régir le monde. Toutefois, ce ne sont pas les histoires du passé, ce sont des histoires du présent et elles proviennent de victimes participantes. Dans ce procès, ces femmes vivent à Kalmakamp, dans des camps près de Bindizi, Kodoum, Delej, Moukjar, où se trouvaient les villages. Et certaines femmes vivent également au Tchad. Aujourd'hui, comme je l'ai dit le 5 juin, lors de mon discours, elles souffrent toujours de faim et de peur. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé, honorable juge, que l'accusé est coupable des crimes qui lui sont reprochés et que sa responsabilité pénale individuelle est engagée. Ce qui a été fait aux victimes est fondamentalement erroné. Certains de mes clients ne pensaient même pas que ce jugement serait du domaine du possible et qu'ils verraient son avènement au cours de leur vie. Passons maintenant aux critères juridiques qui fondent la détermination de la peine. Vous le savez, le statut de Rome prévoit un cadre clair pour la détermination de la peine. Il faut prendre en compte 3 objectifs, la gravité du crime, la finalité de la peine, les circonstances et la situation personnelle du condamné. Commençons par les finalités. Les finalités, c'est la rétribution, la dissuasion et la réhabilitation. La rétribution, ce n'est pas la vengeance, mais la condamnation morale de ce que la communauté internationale considère comme étant un consensus convenu. La Cour a dit dans Bemba, la rétribution ne vise pas à assouvir un désir de vengeance, mais une expression de la volonté de la communauté internationale à promouvoir la paix, la justice, la réconciliation. Je pense que ce sont là des aspirations très nobles et il faudrait que nous puissions être à la hauteur de ces aspirations. Les victimes du Darfour comprennent bien cette distinction. Ils ne veulent pas une vengeance, mais ils veulent la rétribution, pardon, mais ils veulent que la paix soit restaurée. Il faudrait que la peine soit perçue comme une déclaration que leur vie compte et que leur souffrance n'est pas invisible. Donc cette peine doit servir d'avertissement à quiconque pense qu'ils peuvent brûler les villages, violer les femmes, détruire les communautés sans impunité. Une victime, K, m'a dit que cela soit une leçon pour tous ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Bon nombre de victimes participantes ont vu se concrétiser leur espoir et que la justice finalement sera faite, quel que soit le temps que cela prend. Et quelle que soit la réalité des souffrances. Toutefois, la peine, vise également à décourager la récidive. Un scénario possible a été exprimé par un groupe de victimes de Rubeda au Tchad. C'est un camp. Et je cite, « Le moment où il reviendra et qu'il touchera le sol soudanais, il prendra sa hache et il continuera ce qu'il a toujours fait. » Cette peur est réelle.
Elle est irréaliste pour nous, car nous sommes ici bien aisés dans notre vie européenne, dans notre mode de vie européenne, mais ce n'est pas le cas pour les victimes participantes qui ne peuvent pas effacer ces images qu'ils portent avec eux depuis des décennies. Donc, je m'inscris en faux avec l'argument de la défense selon lequel l'âge et la santé de M. Abdelrahman rend cette considération non pertinente. Donc, vous avez arrêté le mode de responsabilité en le déclarant coupable, ce qui prouve que l'âge et la santé ne sont pas forcément nécessaires. Donc, vous avez toujours entendu de nous que les crimes dont il a été reconnu coupable sont les plus graves. Comme vous l'avez conclu, ces crimes sont systématiques, commis à grande échelle, visant les civils, hommes, femmes, enfants, tout simplement parce qu'ils étaient des fours et donc qualifiés ennemis de l'État. Les attaques contre Bindizé et Koudoum ont été menées avec cruauté et déception. Les Janjaouides ont dit aux villageois qu'on ne leur ferait pas de mal, et puis ils ont encerclé le village, tué les habitants, les hommes, les femmes, les enfants. Ils ont brûlé leurs maisons, ils les ont battus à coups de fusil, fouettés, exécutés, attachés. Certaines femmes ont été violées en public devant les membres de leur famille, dégradées, terrorisées. Certains ont été tués immédiatement par la suite. Nous pouvons lire tout cela dans votre jugement. Ces actes n'étaient pas des incidents isolés, ils faisaient partie d'un plan délibéré visant à humilier, détruire la communauté four. Les meurtres, les pillages, les destructions, les déplacements forcés faisaient partie d'une politique bien coordonnée d'extermination. Et même après l'attaque, la cruauté s'est poursuivie. Les hommes et les enfants ont été détenus, torturés, exécutés à Moukjar et à Delej. Un détenu s'est vu couper l'oreille en présence d'Abderrahman. D'autres ont été battus jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus entendre ou parler. Certains sont morts de faim, de maladie, en détention. Ce n'était pas le chaos, c'était du contrôle. Ce n'était pas un soulèvement spontané, mais une politique. Et la Chambre a conclu que M. Abderrahman était bien au centre de ces événements, en donnant des ordres, en encourageant et en participant personnellement. Honorable juge, les souffrances des victimes participantes ne sont pas confinées au passé. Bon nombre vivent dans des camps confinés. Et vous avez entendu leur déposition ici. Nous avons démontré à suffisance tout au long de la procédure ces faits par écrit, oralement, et comme vous l'apprécierez, ils restent seuls, traumatisés, invisibles du monde, appauvris, dans un pays en guerre. Et une fois encore, les forces de soutien rapide, tirées de la même structure des Janjaouides, combat maintenant l'armée soudanaise. Nous avons les victimes de 2003 voient à présent leurs propres enfants vivre les mêmes horreurs. Donc il y a urgence en la matière aujourd'hui. Honorable juge, les victimes demandent un jugement cohérent, raisonnable, qui en appelle à une peine qui est proportionnée au crime de M. Abdelrahman pour que cela ne se reproduise plus jamais une fois qu'il mettra les pieds au Soudan. Je leur ai expliqué le cadre légal. La plupart des victimes ont au niveau de compréhension, ont réaffirmé de tout cœur leur confiance en la Chambre et aux procédures. À la fin, ils n'ont pas de choix que d'accepter le cadre jurisprudentiel tel qu'il existe sans trop de critiques, même si il est éloigné de leur propre cadre juridique national. Et pour répondre à la soumission sur la peine, un groupe de victimes participantes s'est exprimé clairement lundi, et je les cite, «
Nous nous demandons si, en tant que victime, on nous dit que nous ne pouvons pas exiger son exécution, même si ces peines sont prévues par le droit soudanais, pourquoi le droit soudanais devrait-il être utilisé en sa faveur? Fin de citation. Donc, il se pose la question comment le droit soudanais peut servir de bouclier à M. Abdelrahman, alors que ce même système les a empêchés de se protéger, ne leur a pas permis de le poursuivre. Une autre citation, il est actuellement détenu et jugé par la Cour pénale internationale qui est gouvernée par ses propres règles et lois. Il doit donc être tenu pour responsable selon ses dispositions uniquement. Fin de citation. Alors, je concède, ce n'est pas un point de vue juridique étayé, c'est le point de vue seulement, entre guillemets, d'une victime participante, mais j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager avec vous quel était le sentiment par rapport à la justice au sein de cette communauté. Ils disent même, et je les cite, que si les lois soudanaises s'étaient appliquées correctement, les gens n'auraient pas décidé de se tourner vers la CPI au départ. C'est justement pour les manques d'impartialité, de justice et d'application de la loi au Soudan que les gens ont accepté et soutenu l'intervention de la CPI. Fin de citation. De plus, c'est compréhensible et en phase avec le principe de proportionnalité. Une victime a dit, et je la cite, son lieu naturel, c'est la prison pour de nombreuses années, pour qu'il puisse peut-être ressentir lui aussi la souffrance que nous avons ressentie dans les camps. Fin de citation. Et quelqu'un d'autre a dit, et je cite, « Nous souhaitons qu'il vive le même nombre d'années en prison que nous avons vécu dans les camps, déplacés, souffrants. » Fin de citation. Ce groupe de victimes de Gosbeda exprime le souhait constant, et je les cite, que l'accusé reste en prison pour la vie. Ils expriment cette requête en disant que s'il devait vivre une seule année supplémentaire, ils ont besoin de l'assurance qu'il passerait cette année-là en détention, qu'il aurait perdu le droit à la liberté que lui-même leur avait refusé. La prison à perpétuité est la seule peine proportionnelle à la peine qu'il leur a imposée et qu'ils continuent de souffrir aujourd'hui. Ces victimes participantes expriment également une grande inquiétude selon laquelle si l'accusé devait revenir au Soudan, il reprendrait immédiatement les agissements pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné. Le souhait de ces victimes participantes n'est pas cruel, mais bien profondément humain. Ils demandent qu'ils ne reviennent jamais au Darfour, non seulement pour une peine en tant que telle, pour une sanction en tant que telle, mais également pour protéger leur propre paix et dignité. Pour eux, la justice signifie davantage qu'un emprisonnement. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce qu'ils me disent. Ça suppose reconnaissance, ça signifie que leur douleur est reconnue, leur histoire retenue, leur dignité restaurée. La première étape du 6 octobre, le jugement a été un élément fondamental sur cette voie. Ils disent souvent qu'ils veulent que le monde sache qu'ils étaient ciblés pour ce qu'ils étaient. Ils n'étaient pas des rebelles, c'était des êtres humains, innocents, civils. Et en ce sens, il faut que ce soit reflété. Beaucoup de victimes ont exprimé l'humilité et la confiance qu'ils ont pour la Chambre. Je leur ai entendu dire, après leur avoir expliqué le cadre juridique de la CPI, et je les cite, « Nous ne sommes pas des avocats, nous nous en remettons au juge pour le jugement, nous demandons simplement que la peine soit juste. » Fin de citation. Mais la justice signifie également célérité, parce que le temps en lui-même est devenu une autre forme de souffrance. Les victimes ont attendu 20 ans, beaucoup sont mortes dans l'attente. Ceux qui restent en vie espèrent pouvoir vivre suffisamment longtemps pour voir cette justice. Et ils veulent que cette peine soit rendue, la décision de la peine soit rendue rapidement et qu'elle soit juste.
et ils espèrent avoir les assurances que ce qui leur est arrivé n'arrivera plus jamais, ni au Darfour ni ailleurs. C'est pour ces raisons, j'appelle urgemment la Chambre, avec tout le respect, à imposer une peine qui reflète pleinement la gravité, la cruauté et l'impact durable des crimes de M. Abdelrahman. Une peine qui reflète l'humanité des victimes et qui disent aux victimes participantes dans cette affaire que finalement, une forme de justice est arrivée. Merci. Présidente, merci beaucoup, Madame la représentante légale des victimes. Maître Lauchi, oui. Monsieur le Maître Lauchi, vous avez dit que vous avez besoin d'une session, c'est ça? Maître Lauchi, oui, justement, une séance. J'ai écouté mes collègues et hier j'avais demandé une petite pause avant de commencer, n'est-ce pas? Présidente, c'est vrai, vous l'avez fait, oui. Maître Lauchi, puis-je proposer, parce que ça serait suffisant? De fait, je n'offre pas, hein, je propose, comme je disais, que nous prenions la pause un tout petit peu plus tôt que d'habitude, mais ensuite on n'a pas besoin d'une pause supérieure, enfin plus longue que d'habitude. Président, non, en fait, j'allais même raccourcir la pause. Je pense que 20 minutes seront suffisantes. Maître Lauchi, effectivement, c'est le cas. Président, d'accord, très bien. Bon, alors on va se retrouver ici à 11 heures. Juste un point. Si M. Abdelrahman souhaite dire quelque chose, il faut que vous le demandiez. Est-ce que c'est ce que vous demandez? Maître Lauchi, oui. Tout à fait. Présidente. Combien de temps? Maître Lauchi, je pense un maximum de 10 minutes. Allez, 10 à 15 minutes. À tout casser. All right, well, the best laid plans. Présidente. Bon, alors, on me dit qu'on a du public. Et qu'on a besoin d'une demi-heure parce qu'il y a du public. Donc, ça veut dire qu'on se retrouvera ici à 11h10. Vous avez aussi dit qu'il pourrait réitérer la requête qu'il a formulée 2 fois déjà auparavant à propos... Silence. Non? D'accord. D'accord, ok, merci beaucoup. Très bien. Alors, séance est levée, on se retrouve à 11h10.